Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur French Press, l'émission littéraire qui donne la parole à celles et ceux qui font l'actualité littéraire en France, l'émission produite par l'Université Ohio State et son centre d'excellence. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Laurent Nunez. Bonjour Laurent Nunez. Bonjour Benjamin. Merci à vous d'avoir pris le temps de nous retrouver aujourd'hui. Alors Laurent Nunez, vous êtes romancier, poète, essayiste, traducteur, critique et éditeur. Vous êtes né à Orléans en 1978. Vous avez suivi une formation en lettres entre Orléans, Paris et l'EHESS avant de vous imposer comme une figure importante du paysage littéraire français contemporain. Alors tour à tour critique, chroniqueur à la Dispute sur France Culture pendant plus d'une décennie, rédacteur en chef du magazine littéraire, puis responsable des pages culture de Marianne. Vous avez également été éditeur au CERF avant de devenir, en 2021, directeur littéraire aux éditions de l'Observatoire. Alors, parallèlement à ces multiples activités, vous construisez d'ailleurs toujours une œuvre personnelle qui traverse une pluralité de genres littéraires, de l'essai au roman, avec des titres comme Les écrivains contre l'écriture, L'énigme des premières phrases ou bien Le mode avion. Alors votre dernier livre, Tout ira bien, a été publié l'année dernière par les éditions Rivage. Alors ce n'est pas de ce livre dont nous allons parler aujourd'hui, il faudra vous réinviter une autre fois, ce qui serait avec grand plaisir. Mais ce dont nous allons discuter aujourd'hui, c'est d'une publication que vous avez récemment partagée en ligne sur le réseau LinkedIn, publication qui a beaucoup fait parler d'elle. Alors pourquoi? De quoi était-il question? C'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui. Alors dans ce texte, vous avez dressé un portrait saisissant, du premier roman français en 2026, en vous basant précisément sur votre expérience de directeur littéraire aux éditions de l'Observatoire. Pourriez-vous résumer, s'il vous plaît, pour nous, en quelques mots, le contenu de ce texte avant que nous plongions ensemble dans une discussion à ce sujet? Bien sûr, je vous remercie déjà de m'avoir invité et d'avoir proposé cette discussion. C'est extrêmement intéressant parce que moi, je ne m'attendais pas à travers LinkedIn à avoir autant Mhm, de réponses d'un fait qui en fait était banal. C'est-à-dire, vous savez, en tant qu'éditeur, on a évidemment beaucoup de propositions, mhm, de récits, mais toujours ces propositions, elles viennent d'un monde littéraire. C'est-à-dire, plus souvent, on a nos propres auteurs qui sont récurrents, et parfois ils ont des amis, des proches qui écrivent, et donc voilà, normalement, une maison d'édition, ça tourne comme ça par une sorte de cooptation. Quand un auteur se sent bien, il dit à ses amis, va chez, voilà, va chez Laurent, va à l'Observatoire. Là, c'est autre chose dont je voulais parler, c'est qu'en fait, c'est la littérature qui se fait, non pas celle qui est publiée, mais celle que les gens qui n'ont pas de réseau, mhm, qui n'ont aux personnes, qui ne connaissent personne, qu'est-ce qu'ils écrivent. Et là, pour nous, c'est extrêmement intéressant. Il faut savoir que, vous savez, donc, toutes les maisons d'édition, elles ont un système pour recevoir les manuscrits qui sont là sans lettre d'appui, sans rien. Nous, on a un système créé avec un site qui s'appelle Librinova. Il y a plusieurs maisons d'édition qui l'ont. Et donc, dans Librinova, vous pouvez aller sur l'onglet Observatoire et déposer votre manuscrit. Normalement, c'est toujours, c'est quoi? C'est un étudiant en lettres qui regarde pour les maisons d'édition et qui, quand quelque chose lui plaît, mais c'est très rare, mhm, un sur un millième, c'est ce qu'on sait après la statistique. Euh, un manuscrit envoyé par la poste, c'est un sur 1000 qui est pris, quand il y a quand personne ne l'a coopté. Et donc, du coup, voilà, donc, on a ce site de Librinova qui permet donc de transmettre à l'Observatoire des manuscrits. On en a énormément et d'une qualité, vous vous doutez bien, qui est extrêmement diverse. Et en mhm, fait, du coup, voilà, mon post LinkedIn est porté sur ça, sur l'idée que moi, le samedi, le dimanche, quand presque en détente, je regarde ces manuscrits, toujours dans l'espoir euh, de la chasse au trésor, en fait. Et du coup, j'en regarde beaucoup. On ne peut pas tous les lire, parce qu'on en reçoit plusieurs centaines dans la semaine. Donc, mhm. je les regarde, j'ai les premières pages, et du coup, j'ai quoi? Une sorte de panorama de de ce qui s'écrit hors du monde littéraire. Mhm. Et ça, Alors c'est... justement, ce panorama, quel est-il? Hmm. Qu'est-ce que vous avez observé au sujet de la pluralité de ces manuscrits qui émanent d'impétrants dans le monde littéraire? Bah,
Déjà, parce que moi, j'en reçois encore d'autres, et il faudra aussi parler des nouveaux que j'ai reçus, etc., qu'on arrive, mais déjà, très vite, on est hors du roman et on est dans le récit. Moi, Mhm. presque tous les livres tous les manuscrits qu'on reçoit ainsi, c'est des récits à la première personne, Mhm. hors de Paris. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que Paris, presque ne fait plus rêver. On est dans un monde, on est ailleurs, on est en province, on est dans d'autres pays, très souvent. Et voilà. Et c'est un récit de construction. Donc, on est hors de la fiction. Mhm. Au sens où on sent qu'on n'invente plus. On sent que c'est quelqu'un qui raconte sa vie, la vie de quelqu'un de sa famille, la vie d'un de ses proches. Et très vite, on est dans le récit. Alors, c'est pas un récit picaresque, c'est un récit de formation, quand même, très souvent, ou de déformation si vraiment ça va très très mal et si ça se passe mal. Mais en tout cas, voilà, moi, ce que je voulais montrer, et montrer non pas pour critiquer, mais peut-être pour montrer la saturation Mhm. la situation qu'il y a, parce que quand vous êtes le 30e manuscrit à écrire ces mêmes choses-là, bah, tout d'un coup, vous passez beaucoup moins facilement à travers à travers la grille de possibilités d'être imprimé, d'être édité. Donc voilà, c'est ça. C'est ce que j'avais voulu remarquer. Le portrait robot du premier texte de celui qui écrit, c'est toujours ça, c'est un récit d'origine qui Mhm. raconte d'où on vient, ce qui n'est pas parisien, c'est un texte quand même où la langue est travaillée, et ça c'est quand même, il faut quand même Mhm. le reconnaître. Très souvent, il y a un travail de la langue. On n'est plus on n'est plus, comment vous dire, le degré zéro de l'écriture, c'est fini. Très clairement, il y a un vrai travail qui est là. C'est souvent des textes courts. Mais ça, c'est à Mhm. peu près, c'est normal. Quand on pense qu'on va même pas être publié, on fait pas 3 volumes. Donc, c'est, pour nous, un texte court, c'est moins de 180 pages. Voilà, c'est vraiment ça. Et ça que je trouvais assez intéressant, avec cette dernière chose qui m'a coûté hein, à accepter, c'est l'absence d'humour. Une D'accord. grande absence d'humour, c'est vrai, peut-être que l'époque, vous allez me dire, ne s'y prête pas, peut-être que le temps n'est pas à la drôlerie, mais ça, eh ben, ça se vérifie vraiment dans les manuscrits qu'on reçoit. Quand le temps l'a-t-il été hein, entre nous? Je Oui. demande quelles périodes historiques sont particulièrement prêtées à la légèreté et à l'humour. Ce qui me paraît, enfin, il y a de multiples choses qui paraissent très intéressantes hein, dans tout ce que vous venez de nous dire et dans la publication que vous avez partagée. Hein, publication d'ailleurs, je voudrais le noter, qui était vraiment très vue, très commentée. Plus de 1000 personnes sur LinkedIn l'ont juste liké, n'est-ce pas? Elle a été imprimée plus de 86 000 fois, donc ça montre vraiment bien un impact vraiment très large de cette publication juste sur le réseau LinkedIn. Ce qui m'intéresse beaucoup dans tout ce que vous venez de dire en particulier, c'est de la volonté que vous avez d'une certaine manière de lever le voile sur le monde de l'édition, de révéler un petit peu ce qui se passe de l'autre côté de la plateforme électronique. Moi, je me rappelle quand j'envoyais mes premiers textes, quand j'étais moi-même écrivain débutant, provincial, sans contact, voilà l'angoisse ou du moins les doutes qui pouvaient m'habiter au sujet de la réception des textes, de ce qui se passe de l'autre côté du miroir, on a envie de dire. Est-ce que c'est un petit peu ça que vous avez voulu faire avec cette publication, d'une certaine manière, donner une forme d'éducation, de formation aux écrivains sur la manière dont leurs textes sont reçus, en levant d'une certaine manière le voile sur un milieu éditorial qui reste assez mystérieux, assez opaque, quand on ne fait pas partie, comme vous le disiez tout à l'heure, des impétrants, de ceux qui sont susceptibles de profiter d'une forme de cooptation que vous reconnaissez bien volontiers. Ah non, bien sûr, moi ce que je trouvais intéressant, c'est presque d'avoir une vision, une cartographie, parce que finalement, on a beaucoup on a un volume conséquent de manuscrits. Et donc de montrer aux gens à quel point, et c'est tant mieux, mais on obéit souvent, c'est vrai, à une atmosphère narrative. C'est-à-dire Mhm. que bah, ces gens-là ne se connaissent pas. Et Ouais. pourtant, ils racontent. Et ils viennent vraiment de toute la France, de la Suisse, du Québec, on reçoit, et pourtant ils racontent beaucoup de choses semblables. Donc moi, ce qui Mhm. m'intéresse beaucoup quand même, c'est cette chose-là. Vous savez, Valérie disait, moi je n'aime pas les navires, j'aime les courants. Ben voilà. Ben moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant de regarder le courant. Quel est le courant actuel qui domine? Et en Je suis effet, c'est un récit sociologique à la première personne. Et peut-être, vous savez,
Alors, il y a eu des très très bons travaux, notamment par un auteur qui est un directeur du CNRS, qui est Alexandre Geffen, qui a fait de très bons textes sur la réparation. Voilà. Mhm. On est dans une c'est vrai, actuellement je le vois, hein, on est dans un récit de réparation. Il y a un désir de réparer quelque chose qui nous est arrivé, qui est arrivé à quelqu'un d'autre, qui est arrivé à quelqu'un de notre famille ou de une connaissance. Alors on le voit. De toute façon, il suffit d'aller en librairie, on le voit que ces livres-là fonctionnent. Et ben, on le voit aussi à travers les manuscrits qu'on reçoit. Moi, ce que j'ai voulu dire à ceux qui finalement nous ont envoyé des manuscrits, c'est regardez, est-ce que vous savez ça, voilà. Est-ce que vous êtes conscient qu'en fait, voilà, vous êtes dans un courant qui est très clair. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change de courant? Est-ce qu'on Mhm. décide justement de se dire, ben justement, puisqu'on est dans la mode, puisque c'est ce qui marche visiblement, eh ben, je vais continuer là-dedans. Mais voilà, mais au moins de mettre les gens au courant de ce qui est. Au cours du courant, Ouais. n'est-ce pas? Là, mais justement, réfléchissons un peu ensemble, si vous voulez bien, à l'origine de ce courant. Je crois d'ailleurs que votre publication nous donne des éléments de réponse, puisque vous citez, n'est-ce pas, l'héritage, l'influence, plus exactement, d'Annie Ernaux et d'Édouard Louis, qui est, je cite, partout, parfois revendiqué, souvent inconscient. Alors, est-ce pour vous un signe de vitalité d'une forme d'écriture auto-socio-biographique qui est dérivée des travaux de Bourdieu? Ou bien est-ce que cette influence vraiment grandissante signale un risque d'uniformisation du paysage littéraire autour d'une articulation presque systématique entre l'écriture du moi et le contexte historique et social de l'écriture? Mais c'est vrai que c'est extrêmement intéressant de remarquer ça. Donc certains le notent complètement, c'est-à-dire que ça apparaît en exergue du manuscrit, une citation d'Annie Ernaux, euh, plus souvent la place, par exemple, que les armoires vides ou quoi, et beaucoup, c'est vrai, d'Édouard Louis. Ce qui est intéressant, par exemple, si on veut être même plus précis, et ça je ne l'ai pas dit dans le poste, c'est extrêmement les sujets qui reviennent dans les livres. Il y a eu un moment, c'est vrai, où l'usine était un lieu narratif possible. Euh, François Bon a fait des textes merveilleux dessus. Ben maintenant, ça reste le travail, mais presque l'open space. Le patron, euh, ces professions qu'on a qui ne servent à rien, c'est bullshit job. Bullshit job. Voilà, on a Complètement. pensé Ben voilà. je viens Ben, de dire ça apparaît très clairement. Ces startups, en tout cas, s'il y a, il y a toujours une unité de lieu là-dedans, eh ben, c'est ça. vraiment dans le travail. Il y a quelque chose, là, j'ai reçu trois ou quatre manuscrits qui parlaient toujours la même chose, une licorne, une start-up, désordre impossible à gérer. Voilà. Et ça, on le sent clairement. Alors, c'est vrai qu'on est quand même plus proche là-dedans d'une sorte de dénonciation et presque comique. Voilà. Mhm. Donc on voit beaucoup ça. Et là, c'est très clairement ouais, ouais, une vision sociologique, quoi, un questionnement, presque souvent à la première personne. Deuxième chose que je reçois beaucoup, c'est des récits d'emprise. Mhm. Et je ne parle pas de témoignages, on n'en fait pas, mais transformer à manière romanesque. Auparavant, très clairement, il y en avait des récits de domination. Maintenant, c'est autre chose, récits d'emprise, presque toujours structurés. Et c'est pour ça que je le dis, notre place est assez particulière car nous, on voit les grands mouvements se répéter. Donc, on Mhm. voit l'archétype se construire. Et moi, je vois l'archétype du première personne qui raconte donc toujours la même chose, la rencontre avec l'autre, le moment merveilleux, le désaccord, l'emprise qui a lieu, qui entraîne différentes péripéties, euh, allant très clairement jusqu'aux abus. J'ai des manuscrits sur le viol conjugal, etc. Là, voilà, la dénonciation et puis voilà la sortie. Enfin, la séparation. Et ben ça revient beaucoup. Je sais pas, est-ce que c'est multiplié dans la vie? Est-ce qu'il y a un désir de raconter, enfin de raconter ce qui était non racontable alors, de Mhm. rentrer dans l'intimité? Eh ben ça, je l'ai énormément, ça revient énormément. Et la nouveauté qui revient, bah, moi, je sais, je reçois de tout, c'est-à-dire je reçois à la fois des romans et des essais. Je ne parlerai pas des essais parce que des essais des non-spécialistes. Le troisième type de roman qui revient, bah ça y est, c'est un roman
avec l'IA, c'est-à-dire avec une IA qui soit sauve l'humanité, soit la détruit, et en tout cas avec et là c'est très clair, avec une France politisée prospective. On est Mhm. soit dans des enfants augmentés, soit dans des cas très clairs. Cette semaine, trois romans j'ai reçus où la France tombait entre les mains, je ne sais pas de qui, mais d'une femme d'extrême droite. D'accord. Voilà, et ça changeait très clairement. Voilà, c'était le début du roman avec une sorte de réémigration. Voilà. Donc il y a aussi cette chose-là très étrange, à la fois une relecture de l'intime dans Mhm. l'emprise, etc. Une réécriture au travail. Et quand la seule fois où c'est considéré un peu comme fiction quand même, c'est quand même une fiction politique, politisée, d'une France qui n'est pas la France de science-fiction dans 100 ans, mais dans 5 ans. Mhm. Oui, ça rappelle un peu les textes de Houellebecq aussi. Il y a de nombreux textes vraiment publiés d'auteurs confirmés. Je pense par exemple à Panorama. Je pense au texte de Houellebecq également qui imagine une France aux mains d'un personnel musulman. Enfin, ouais, il y a cette dimension dystopique aussi qu'on retrouve aussi dans les œuvres d'écrivains plus que confirmés. Une question qui me vient à l'esprit en vous écoutant, c'est, d'après vous, est-ce que on voit bien vraiment que ces œuvres, d'une certaine manière, composent une espèce de panorama de préoccupations sociales contemporaines. Elles pourraient presque faire l'objet, j'imagine, dans 5 ans, dans 50 ans, dans 100 ans de travaux d'historiens des mentalités qui pourraient se pencher sur le moment politique et social que nous vivons maintenant et en faire vraiment une espèce de mine d'or, hein, comme les historiens aiment en trouver dans les archives pour constituer une histoire des mentalités. Mais est-ce que c'est ça leur valeur? Est-ce que c'est une valeur d'une certaine manière prospective? Elles serviront ultérieurement à faire une histoire des mentalités? Ou est-ce que vous voyez véritablement émerger au sein de ces textes très nombreux que vous voyez, que vous recevez à partir de votre plateforme, véritablement des œuvres qui arrivent à vous convaincre, qui arrivent à vous séduire et qui vont devenir des œuvres littéraires parce que vous allez les faire passer dans la catégorie des textes publiés? Bah, pour l'instant, dans tout ce que j'ai lu, très peu. Vraiment, il y en a, là dans ce que, mais c'est parce que c'est 1 sur 1000. Pour l'instant, ce que j'ai lu, il n'y a rien qui dépasse l'intérêt informationnel. Mm. C'est-à-dire que voilà, c'est intéressant parce qu'on voit ce qui s'y fait, mais ça demandera encore beaucoup trop de travail. Vous savez, le problème d'un éditeur, c'est d'analyser le temps de travail qu'il va y avoir à faire avec un manuscrit. Euh, Heureusement, éditer, on n'est pas des imprimeurs. C'est-à-dire et d'ailleurs, ça n'existe pas. Un jour, quelqu'un vient, ça n'existe pas, le manuscrit parfait. Quelqu'un dirait, voici le manuscrit, il n'y a rien à changer, vous le publiez tel quel. Déjà, ça veut dire que moi, je ne servirai à rien, j'irai au chômage tout de suite. Mais notre travail, voilà, c'est de dire, voici ce que l'auteur a fait. Et le pauvre, il avait la tête dans le guidon, il a pensé qu'à ça. Il faut lui donner, il faut l'ouvrir. Et voici, qu'est-ce que moi, je peux y apporter? Et là, il y a deux choses. Soit on sent que je peux y apporter quelque chose qui est conforme au volume d'heures de travail normal pour un livre, et là, du coup, bah, on valide, on accepte. Soit on se dit, c'est pas mal, mais il y aurait trop de travail. Il y aura un Mm. travail démesuré. Euh, et puis, c'est toujours un peu la loterie, l'édition. Bien malin, celui qui vous dirait, je suis sûr qu'avec ce livre-là, ça va marcher. Donc, non, pour l'instant, on n'en a pas trouvé, j'en ai pas trouvé là-dedans, dans l'Hybridova reçu là, ces derniers mois, qui vont être publiés tels quels. Mm. C'est bien, on continue, on recherche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même de voir. Alors, je sais pas, c'est une sorte de mythe romantique vous savez, de Lautréamont, quoi. C'est-à-dire, voilà, il est hors du milieu, il doit bien y avoir des gens qui écrivent des choses euh, hyper intéressantes. Voilà. Et moi, ce que je veux, c'est, je me dis qu'il y a le milieu littéraire mais ça, c'est le paradoxe. Je me dis qu'il y a un milieu littéraire qui est endogame presque. Il doit bien, Mm. et eux, ils sont ensemble, donc ils n'ont pas besoin de moi. Et il doit y avoir ailleurs. Je cherche l'altérité, je cherche ce qui est ailleurs. Le problème, c'est que là, et je le fais dans le post LinkedIn, dans l'ailleurs, je retrouve du même.
Ouais, C'est c'est une mon grand, altérité voilà, avec c'est des mon très grand grandes souci. caractéristiques communes. Voilà, voilà, je cherche quelque chose qui soit différent et à chaque fois que je vois qu'il n'y a pas de différence, bah non, on ne peut pas prendre. On cherche vraiment le texte qui dira autre chose que ce que les autres disent et qui ira ailleurs, quoi. Alors, laissez-moi me mettre un instant à la place des personnes qui vont nous écouter, qui font peut-être partie justement des écrivains, des écrivaines qui pratiquent cette forme auto-sociobiographique dont on vient de parler. Est-ce que d'une certaine manière, vous êtes en train de leur dire que c'est une veine qui a très peu de chances de vous convaincre personnellement, de convaincre un professionnel de l'édition, donc il devrait abandonner pour se lancer peut-être vers d'autres types d'écriture romanesque? Ou est-ce que l'espoir est encore permis et à condition peut-être de creuser un sillon nouveau, peut-être de travailler la langue, puisque vous avez insisté aussi sur la dimension vraiment stylistique qui peut être très, très développée dans ces ouvrages-là. Il est encore possible d'une certaine manière de faire mentir les statistiques et de pratiquer à la fois cette forme-là et de convaincre un professionnel de l'édition. Ah, non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est est-ce qu'on veut. Vous savez, par exemple, André Gide, il était à Gallimard, c'est lui qui recevait certains textes et il faisait des notes de lecture. Et Mm. parfois, il était très brutal. Et quand il y avait des histoires comme ça qui étaient passionnantes parce qu'elles arrivaient à quelqu'un qu'on éprouvait des sentiments pour lui, mais Mm. que à la fois on était quand même hors de la littérature parce qu'on y est. Il écrivait cette phrase incroyable dans les fiches de lecture. Il disait, cette histoire n'a d'autre intérêt que d'être la sienne. Vous voyez. Et je pense que ça, c'est une bonne limitation qu'on doit avoir. Si votre histoire n'a d'autre intérêt que d'être la vôtre, Mm. il y a un problème. Comment, mais il faut partir de ce point-là. C'est pas une fin, c'est un début. Comment est-ce qu'on universalise sa propre histoire? Comment on passe d'une histoire qui m'est arrivée, en bien ou en mal, ou qui est arrivée à quelqu'un, à une histoire qui fait que elle va intéresser celui à qui ce n'est pas arrivé? Voilà. Mm. Et ça, ça peut mettre du temps. C'est un vrai travail qui passe parfois par le style, parce que parfois on est emporté par le style et parce qu'on sait comment l'histoire va se passer. Donc c'est pas l'histoire qui est importante. Et parfois, non, c'est par autre chose. Il faut augmenter, je sais pas, le pathos ou au contraire le diminuer. C'est un lent travail qui se fait souvent avec un éditeur hein, qui est là. Donc moi, je suis pas là justement pour dire que si vous faites trop de récits après personne, arrêtez ou quoi. Je dis juste, Mm. comprenez qu'en fait, tout le monde fait ça. Donc Mm. donc sachez que vous entrez dans un marché saturé. Si le marché des vestes est saturé, faites des pantalons. Vous voyez, mais c'est très simple. Voilà, ou trouvez une astuce pour que votre veste se démarque. Mais, euh, mais comprenez quoi que. Reste puisse être portée par d'autres personnes que vous, qu'elle puisse être universalisable. De certaine manière, ce que vous venez de dire me fait penser aussi à Malraux, cette très belle phrase, il me semble, c'est dans les Antimémoires, il dit qu'importe ce qui n'importe qu'à moi. Est-ce que c'est peut-être pas un petit peu le problème de ces textes-là, d'être finalement une écriture de soi qui ne, peut-être par défaut de travail, par défaut aussi peut-être d'expérience avec l'écriture littéraire, finalement n'importe qu'à celui ou celle qui l'a pratiqué et n'est pas susceptible d'une forme de portée universelle. Est-ce que c'est ça un petit peu le problème vous identifiez? Ah mais bien sûr, et très souvent, il y a une solution qui est quand même de lire tout ce qui se fait, tout ce qui s'est fait et de trouver, de regarder ce que font les autres. Moi, pour trouver des manuscrits, par exemple, il y a une école à Paris qui est l'école de primo-romanciers qui s'appelle Les Mots. Elle est pas loin de l'Observatoire. Et chaque année, ils font une sorte de speed dating où ils prennent les meilleurs manuscrits qu'ils ont. Ils invitent 7 ou 8 éditeurs et on y va, moi j'y vais, on prend un café avec les auteurs, on a lu deux ou trois pages et on discute avec eux. Bah, Mhm. très souvent, ces primo-romanciers, ils sont dans ce que je viens de dire, dans ces thématiques-là. Hein. Voilà. Et toute l'idée, voilà, c'est de voir, d'essayer en discutant avec eux, de voir s'ils veulent changer, s'ils sont prêts à retravailler. Euh, Très souvent, c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup d'auteurs qui se disent, bah non, c'est mon histoire, je l'ai travaillé, donc j'y toucherai pas. Bon, bah dans ce cas, notre travail, il est fini. Voilà. Vraiment, Bon, d'avoir- ouais, notre travail, mais c'est possible. En janvier prochain, bah voilà, moi, j'ai rencontré une primo-romancière il y a un an et demi dans cette école-là, qui racontait
comment sa mère a eu un terrible accident. Donc on a encore une scène de réparation, voilà, à la première personne et tout, comment elle s'est occupée d'elle alors qu'elle avait 15 ans. Eh ben, j'ai vu qu'il y avait une possibilité de travailler ce manuscrit, qu'il y avait un désir chez la part de l'autrice, ce qui est quand même très très important. Et voilà, et là, le livre, on est en train de beaucoup de travailler et on l'a déjà programmé pour janvier 27. Donc, vous voyez, voilà, il y a une possibilité, mais il faut reconnaître, il faut que les gens sachent qu'en fait, vous savez bien, en France, j'ai l'impression que tout le monde écrit. Tout le monde a un manuscrit. Euh, Ça, c'est très clair. La question se posera bientôt avec l'IA générative. Euh, alors, les manuscrits, c'est vrai, ça se voit, sont de plus en plus propres. Ça, c'est vrai. Mais peut-être qu'il y a moins en moins de voix. Mais ils sont impeccables, très souvent. Donc, tant mieux. Donc, voilà, la question, ça, c'est, il y a de plus en plus de gens écrivent. Donc, si vous voulez écrire et même être publié, comment vous faites pour sortir de du niveau où tout le monde écrit, qui raconte pour l'instant, mais parce qu'on est tous embarqués dans la même histoire, dans le même siècle, dans la même époque, pour l'instant, et beaucoup de gens écrivent des mêmes choses. Comment on fait pour se démarquer et pour espérer être publié? Alors, une des choses que j'ai trouvé très intéressante dans votre publication sur LinkedIn, c'est la manière dont vous pointez la disparition quasi complète de la pure fiction, c'est-à-dire des œuvres qui vraiment se préoccupent d'inventer un monde romanesque. Ce ne sont pas des œuvres du domaine du récit, avec une matière autobiographique, mais véritablement des œuvres que vous qualifiez comme des œuvres de pure fiction. Et vous pointez un autre absent, on en a un petit peu parlé précédemment dans notre conversation, c'est l'absence de l'humour. Et vous parlez notamment d'une veine, vous faites remonter aux éditions de Minuit, à Echenoz, à Toussaint également, où il y a justement ce jeu, notamment avec les codes de la fiction. Il y a cet humour délicieux d'Echenoz, toujours cette espèce de narrateur un petit peu en retrait qui a l'air de sourire malicieusement au sujet de ses personnages. Ça fait partie de son charme littéraire. Et ça, on a l'impression, à vous lire, que c'est vraiment aussi une veine d'écriture, une deuxième veine d'écriture à côté de celle de la pure fiction, qui est en pleine disparition, qui d'une certaine manière ne fait plus école, du moins dans ce moment historique très précis dont vous nous parlez dans votre publication. Comment s'explique, pardon, d'après vous, le faible nombre des œuvres qui aspirent à créer un monde fictionnel et celles qui, dans la continuité donc des Schnoz, vont prendre des distances ironiques avec les codes de la fiction? Pourquoi précisément, à votre sens, puisqu'on parle du courant, pourquoi est-ce que c'est le courant actuel, justement, n'a pas intégré ces références littéraires-là? Voilà. Pour moi, pour moi, c'est très clair et ça rejoint des préoccupations que j'ai eues dans mes livres et dans le premier. Euh, J'ai mon tout premier livre, et vous voyez, mon tout premier livre, je l'ai envoyé par la poste, je ne connaissais personne. Je l'ai envoyé par la poste, c'était un essai qui s'appelle Les écrivains contre l'écriture. Je l'ai envoyé par la poste à plein de maisons d'édition. J'ai eu, comme tout le monde, mon lot de lettres de refus. Et puis un jour, on m'a appelé, c'était les éditions José Corti, et ils m'ont dit texto, ils m'ont dit, écoutez, vraiment, c'est pour ça que je le dis, ils m'ont dit, on en prend un sur 1000, et bien cette fois, c'est vous. Voilà. Et j'ai édité. Et dans les écrivains contre l'écriture, j'étudiais ce désir qu'avaient certains écrivains d'arrêter d'écrire. Mhm. Et sachez qu'en fait, et notamment avec Paulan, qui avait étudié ça beaucoup, avec ce qu'il appelait les terroristes. Les terroristes chez Paulan, c'est ceux qui disent que la littérature ne mérite pas d'exister car elle l'invente. Elle invente, et à partir du moment où elle invente, finalement, elle est gratuite. On est Mhm. sur le refus d'une littérature qui serait fictive, donc inutile, gratuite, presque. On est contre l'autotélicité de la littérature, entièrement. Mhm. Et ça, vous savez quoi? Moi, je l'ai retrouvé très fréquemment dans des entretiens d'Annie Ernaux ou d'Édouard Louis. Et les entretiens d'Édouard Louis, où Et il de la dit la fiction, bien sûr. fiction, bien sûr, est un plaisir de bourgeois. Très clairement. C'est un plaisir de bourgeois parce que le réel a suffisamment de problèmes qu'il faut dénoncer, qu'il faut expliquer. Donc quand on voit le monde tel qu'il est, ça ne sert à rien d'inventer un monde. Voyez? Et là, moi, je fais l'union là entre une écriture sociologique et la terreur chez Paulan, voilà, qui part d'un désir, en effet, d'avoir une littérature qui a un but.
une littérature qui sert à quelque chose. Alors moi, je fais partie, heureusement, de ceux qui pensent que la fiction, la pure fiction, sert à quelque chose, que même la science-fiction, dans un monde qui parlerait de nous à de 3000, 4000 ans plus tard avec nous, avec trois têtes et 10 doigts et tout, ça parle encore de nous, ça parle encore de notre époque, qu'elle est absolument pas gratuite. Mais en tout cas, moi, j'ai vu ça très clairement, je vous le dis à travers les textes et les entretiens d'Ernaud et de Louis. Il y a un refus de la fiction et qui doit être visiblement le propre, en effet, des primo-romanciers. Voilà, il faut qu'écrire serve à quelque chose. Et je vous l'ai dit au début, je pense à la réparation. Voilà. Et puis, alors aussi, il faut aussi avouer que, c'est parfois quand les gens ne font pas quelque chose, c'est parce que simplement, on n'y arrive pas. Il y a plein de romanciers qui ne mettent pas de dialogue dans leurs livres, on les vante, on dit, faites pas de dialogue, ils disent, mais en fait, non, c'est juste que j'arrive pas à faire. Et peut-être que inventer, c'est très complexe. Inventer un monde, inventer des personnages, entre eux, des motivations, etc. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué que de fixer le réel et le décrire. Donc voilà, c'est aussi les deux, la deuxième solution que je propose pour cette absence de fiction et pour l'absence d'humour. Bah, je crois que c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas du tout envie de plaisanter. Le monde n'est pas drôle. Le monde est cauchemardesque, visiblement. Cette phrase de Murakami que j'aime beaucoup, un écrivain japonais, Murakami Haruki, il dit la fiction, c'est bâtir à partir de rien des agencements imaginaires. Je trouve que c'est une magnifique définition du roman qui en montre précisément la difficulté intrinsèque. C'est cette espèce de travail à partir de rien, hein. On fait sortir quelque chose ex nihilo, tandis que la matière préexistence du réel, d'une certaine manière, on peut concevoir qu'elle facilite à certains égards la tâche, puisque précisément elle est là, elle peut être réagencée, retravaillée. Il n'y a pas cet effort vraiment de génération ex nihilo qui est peut-être le propre de la fiction. Et je me demande aussi, pour en revenir à la question de l'humour, vous avez sans doute dû entendre comme moi cette interview qu'a donnée, je crois, Héloïse d'Ormesson très récemment, où elle parlait, me semble-t-il, en fait, du défaut de lecture chez les personnes qui aspirent à écrire, peut-être sur un manque de culture littéraire. Je me demande si le défaut d'humour ne peut pas être imputé à ce défaut de lecture aussi. Parce que d'une certaine manière, pour plaisanter avec les codes de la fiction, les mettre en abîme, comme le font particulièrement bien les écrivains des éditions de minuit. Je pense par exemple à Toussaint, à Echenoz. Il y a d'autres dans cette très belle maison d'édition. Ça demande une très grande familiarité des œuvres, la capacité à prendre un pas de côté et d'une certaine manière à construire une mécanique romanesque qui joue avec les codes de la fiction. Peut-être qu'aussi cette absence, si l'école minuit peut-être ne fait plus école, c'est peut-être justement en raison aussi de ce défaut de lecture, de pratique de la littérature produite par autrui chez les écrivains, les apprentis écrivains. C'est peut-être ça aussi un peu le problème à votre sens? Non, mais bien sûr, de toute façon, voilà, si l'ironie et l'humour, ça vient d'un décalage, donc d'un décalage par rapport à un objet premier, moins on connaît cet objet premier, moins on peut se décaler. Et dans les textes que nous on reçoit, le seul humour qui est, c'est une sorte de comique de situation. Voilà, Mhm. c'est tout. Mais il n'y a pas d'autre comique. Même la répétition n'y apparaît pas. Voilà, c'est dans les textes, par exemple, sur le travail, le burn-out, voilà, c'est la situation, le patron qui demande des choses impossibles. Voilà. Mais ça ne va pas plus loin. Il n'y en a pas. Et en effet, non, je pense qu'il y a il y a une rigueur, c'est vrai, qui est très étrange. Euh, mais peut-être qu'en effet, on n'a pas envie de rire. Peut-être que même Houellebecq, quand il rit, enfin c'est terrible. Les livres de Houellebecq, où on sourit, en même temps, c'est monstrueux ce qu'il promet dans l'époque. Donc en effet, bien sûr, il y a une incapacité à se décaler, parce qu'on connaît mal ce qui s'y fait. Et puis non, je crois qu'il y a une gravité. Il y a une gravité qui est très claire. Je voudrais comme ajouter, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, il n'y a pas d'âge dans ces manuscrits que je reçois. Il y a Mhm. autant des gens de 20 ans, de 30 ans, parce qu'à chaque fois, on leur demande d'écrire un petit texte. Donc on D'accord. sait on sait quand ils sont nés, autant de gens à la retraite, de divers métiers. Voilà. Je peux pas dire c'est les gens à la retraite qui écrivent, comme je peux pas Mhm. dire c'est les post-bac à 25 ans. C'est vraiment.
très très large, ce qui me fait dire en effet que je le sais, que tout le monde écrit. Hmm. Tout le monde écrit et tout le monde écrit un petit peu la même chose, c'est le problème, n'est-ce pas? Peut-être aussi, si on revient à un autre élément de notre discussion sur la dimension peut-être de réflexion du moment historique et social que nous vivons, c'est peut-être aussi un espèce de reflet de la gravité, de la rapidité des changements, notamment dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise aussi, qui appelle justement à faire de l'écriture non seulement un geste de réparation, comme vous le disiez, peut-être aussi un geste de commémoration, vraiment de saisir par l'écriture une réalité sociale en cours de disparition, d'évanouissement, et de la figer par l'écriture, puisque sa réalité concrète est en train de s'altérer. Là, d'une certaine manière, on revient à une des grandes fonctions qu'historiquement on a pu donner justement à l'activité littéraire, c'est-à-dire à sa capacité à lutter contre la disparition, à figer quelque chose quand l'intégralité de notre vie, du temps qui passe, pousse voilà, les éléments à disparaître et à se recomposer. C'est peut-être un petit peu aussi cette fonction-là, n'est-ce pas, de la littérature que vous décrivez, vous recevez? Ah bah bien sûr, c'est à un moment Gide, il note dans son carnet, dans son journal, il dit, écrire, c'est mettre quelque chose à l'abri de la mort. Mm. Euh, Évidemment que nous, on le reçoit là, et c'est pour ça que moi, je lis toujours avec le plus grand sérieux et sans aucun sourire aux lèvres les manuscrits, parce que très souvent, c'est quelqu'un qui écrit avec son sang, hein, c'est quelqu'un qui raconte des choses qui sont pas aisées, qui sont pas faciles, qui lui ont coûté, en tout cas. Voilà. Après, de savoir si il fallait l'écrire, s'il fallait comment vous dire, effectuer cette catharsis par l'écriture ou autrement, c'est pas mon souci. Mais moi, en effet, je regarde toujours ça en disant que ça a coûté à la personne et ce qu'elle raconte. De l'emprise, du burn-out, de la peur qu'elle a du lendemain. Voilà, c'est quelque chose que je vois très clairement. Et évidemment, il y a quelque chose, peut-être, mais parce que le monde change extrêmement vite. C'est-à-dire que Mm. voilà, et technologiquement, il change de manière assez incroyable. Euh, et je vois ça, en 180 pages, tout d'un coup, je vais essayer de créer, de durcir ce réel, de le créer, il va pas trop bouger. Voilà, et je vais essayer de le raconter à quelqu'un. Moi, j'y vois aussi, vous savez, très souvent, quand on regarde sur les réseaux sociaux, on voit que les gens s'amusent à reproduire. Il y a des sortes de chaînes d'arcs avec la même musique, les mêmes personnages ou quoi. Et il y a peut-être, c'est vrai, peut-être que si on imite, il y a une sorte d'intertextualité là-dedans. Euh, on voit clairement, moi je vois clairement qu'il y a beaucoup de livres que je reçois qui sont très proches du livre, j'ai oublié le nom de l'autrice, mais de mon vrai nom, mon vrai nom est Elisabeth Mm. qui a cartonné il y a un an ou deux en France et qui est l'enquête sociologique. L'enquête revient énormément, toujours le réel. L'enquête sociologique d'une fille sur son arrière-grand-mère, si je me rappelle bien, qui en fait, qui dans la famille passe toujours pour folle, alors qu'en fait, elle a été lobotomisée par son mari parce qu'elle avait voulu être libre, parce qu'elle était une femme très libre. Et donc Mm. ça, cette enquête familiale explicative, voilà, je la retrouve à tel point que j'ai l'impression ouais, que les gens, ils se disent, bah oui, mais moi aussi, il m'est arrivé cette même chose-là, et je vais raconter aussi différemment. Donc ouais, ouais, il y a aussi peut-être, c'est vrai, peut-être qu'il y a une intertextualité. C'est pas juste une sorte de répétition molle et inconsciente. Peut-être que les gens, ils ont envie d'être dans une boucle et de raconter cette chose-là leur est arrivée et qu'ils trouvent intéressante parce qu'elle est arrivée à quelqu'un d'autre. Mm. Peut-être aussi il y a de la part des écrivains qui vous font parvenir ces manuscrits-là une espèce de calcul aussi, une manière de créer une carrière en se rattachant à des courants qui ont déjà démontré leur capacité à obtenir une forme de succès éditorial. Mais à vous entendre, on a plutôt l'impression de comprendre que c'est plutôt l'approche inverse qui est peut-être plus productive, c'est davantage de rompre avec ce courant, de faire intervenir quelque chose de différent dans l'espace de la littérature française contemporaine qui relèverait peut-être
davantage de la fiction, voilà, de l'invention d'un monde romanesque. Je me rappelle d'avoir eu une discussion avec un libraire qui me disait il y a quelque temps que les vrais romans étaient de plus en plus rares et d'une certaine manière étaient réclamés par un lectorat qui venait dans sa librairie. Il disait, est-ce que vous avez vraiment des œuvres romanesques voilà, qui relèvent pas du domaine de l'essai, du récit, de l'autobiographie, de l'autofiction, et que cette demande existe, mais peut-être que l'offre littéraire, elle, n'est pas là pour la remplir. Bah, non, mais évidemment, nous, à l'Observatoire, on publie un philosophe qu'on aime beaucoup qui s'appelle François Julien. Et François Julien, il est célèbre dans le monde entier pour son travail sur la décoïncidence. C'est-à-dire, François Julien, j'ai publié 3 ou 4 livres avec lui, il écrit quelque chose de très simple, c'est que ce monde, hélas, coïncide. À chaque question, il y a une réponse. À chaque problématique du réel, il y a Mhm. des invités dans une matinale, dans une émission le soir. C'est que on est dans une répétition terrifiante. Tout Mhm. coïncide. Et la répétition, dit la psychanalyse, c'est la mort. Voilà. Toute répétition est mortifère. Dès lors, voilà, si on veut écrire, comment est-ce qu'on fait pour décoïncider? Voilà. Et si j'avais quelque chose à dire aux gens, c'est presque ça. De toute façon, bon, c'est pas la peine de vouloir coller à votre époque, puisque vous collerez toujours. Personne n'est assez malin pour faire un saut suffisamment haut par-dessus son époque. Donc on y est. Donc n'essayez pas d'y coller démesurément. Essayez de décoïncider. Voilà. Ça ratera à un moment et vous serez quand même de votre époque, mais le saut que vous avez fait, la différence, la distance, eh ben, au moins elle sera à vous. Elle sera très clairement la vôtre. Et quand on regarde un manuscrit comme ça, quand on les reçoit, et on le reçoit par vingtaine, par trentaine, bah, tout d'un coup d'avoir une autre vision de quelqu'un qui raconte autre chose, c'est quand même, j'allais dire, c'est presque jouissif. C'est-à-dire pour nous-mêmes qui sommes dans la répétition et éditeur de lire des premiers romans, c'est dans la répétition initiale. Voilà, découvrir comment quelqu'un décoïncide, comment quelqu'un ne fait pas ce que l'époque veut qu'il fasse. Bah, c'est le plaisir de l'éditeur. Il fait qu'on va le lire beaucoup plus et qu'on va être enclin à répondre beaucoup mieux. Et je pense que ça, j'espère vraiment que cette conversation sera vraiment écoutée, partagée, parce que je trouve que c'est vraiment fascinant. Moi, je me remets encore une fois dans la peau du jeune homme que j'étais, qui rêvait de publier, qui se demandait, voilà, mais un éditeur, c'est presque une créature un peu mystérieuse, à laquelle, en tout cas, je n'avais pas du tout accès. Je trouve que c'est vraiment très intéressant ce que vous nous dites, parce que ça nous informe, ça va informer nos spectateurs sur vraiment la réception, les attentes, les critères aussi d'un éditeur, d'un vrai éditeur professionnel. Et ça, j'espère que ça intéressera vivement nos éditeurs, comme cela, en tout cas, moi m'intéresse vivement de vous entendre. Alors peut-être pour conclure notre conversation, une question, une dernière question, si vous voulez bien. À la fin de votre publication sur LinkedIn, hein, dont on a vu encore une fois qu'elle avait été très vue, très partagée, vous laissez entendre que vous vous préparez à partager peut-être d'autres textes littéraires, d'autres textes similaires au sujet des manuscrits que vous allez continuer à recevoir. Donc, voilà, je me demandais si vous pensez toujours à poursuivre cette démarche et si oui, sous quelle forme, peut-être sous une forme similaire à celle que vous avez employée pour cette première publication ou peut-être sous la forme d'entretien, d'autres choses. Parce que je suis sûr, encore une fois, que ça, et encore une fois, hein, l'écho que votre publication a reçu montre qu'il y a véritablement un intérêt très fort pour ce type de réflexion sur le milieu éditorial par l'un de ses membres. Bah, écoutez, en effet, moi, l'idée, je me suis dit que j'allais essayer de regarder tous les 15 jours ce que je pouvais dire de tout ce que je recevais. Mais l'idée, comment vous dire, c'est qu'en effet, je me suis aperçu que le point de vue que j'avais, euh, qui est un point de vue panoramique, voilà, il était intéressant puisque du coup, ma maison d'édition m'avait mis des outils clés en main pour que je puisse avoir ce point de vue panoramique que Mhm. personne d'autre n'a. Mhm. Donc, en effet, je me suis dit, on va peut-être essayer voilà, de montrer les choses. Le problème, évidemment, c'est que euh, les gens qui ont mis leur manuscrit, ils me font confiance. Je ne peux pas en parler démesurément. Je ne peux pas parler en précisant trop leur idée. Voilà. Il faut que je reste à la fois très flou sur ce que j'ai lu, en même temps que je montre les grands courants. Donc voilà, j'essaie de trouver une forme comme ça qui me permettra d'avancer. Mais oui, moi je trouve que c'est extrêmement intéressant parce qu'en effet, moi, je suis comme vous,
j'aurais bien voulu que quelqu'un, quand j'ai envoyé mon manuscrit un peu partout et chez tous les grands, là, les Grasset, Gallimard, Actes Sud, voilà, moi, j'ai tous fait au tout On a début. tous fait ça. On a tous fait Bah ça un voilà, jour-là. voilà, j'aurais bien voulu qu'on me dise Mm. ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, ce qu'on recevait. Voilà. Mm. Est-ce que ce que je proposais est original ou pas? Est-ce que ça rentrait en ligne de mire? Nous, en littérature, enfin, dans la maison d'édition, on appelle la marche. La marque d'une maison, c'est la manière dont elle va éditer un texte. Mm. Et voilà, chaque maison a sa propre marche. Il y a des textes que nous, on ne va pas éditer. Donc voilà, moi, je regarde en fonction de la marge observatoire. Il faut toujours se dire que si un livre qui convient pas à telle maison ou quoi, il peut convenir à telle autre. Tout Mm. dépend du désir et du plaisir. Voilà, l'idée, moi, c'est que je veux continuer à lire là, des manuscrits. J'en lis tous les matins et le week-end, vraiment. C'est un grand plaisir de les feuilleter le week-end, de regarder ça. Voilà. Et je vais essayer, bien sûr, sur LinkedIn, de tenir les lecteurs au courant, ne serait-ce que pour qu'en effet, on puisse imaginer. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que quoi, c'est qu'à la prochaine rentrée littéraire, là Mm. qui va arriver en septembre, bah, on puisse, ou celle de janvier, ben, on verra si ce qui est publié, c'est ce que j'avais dit que les gens écrivaient. Voilà, est-ce qu'il y aura beaucoup d'IA? Est-ce qu'il y aura beaucoup de récits de reconstruction, de burn-out et tout? Donc voilà, si tel est le cas, c'est que bah, moi, j'aurai une vision claire, un peu pas prophétique, mais prospective en tout cas de la rentrée littéraire. Très bien. En tout cas, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Vous serez le bienvenu, bien sûr, sur French Press encore, peut-être pour reprendre cette conversation et voilà, faire un retour sur les observations que vous avez produites en mars 2026, en fonction de ce qui se présentera donc à la rentrée prochaine en septembre ou en janvier 2027. Alors, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un grand plaisir de nous entretenir avec vous, de parler un petit peu de ce panorama général de la littérature en train de s'écrire, en train de se produire. Et donc, voilà, on espère que d'autres conversations comme celle-ci viendront très bientôt. Merci infiniment, très bonne fin de journée et n'hésitez pas, pour nos spectateurs, à revoir les précédents entretiens de French Press. À très bientôt et merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, merci.